Nous allons vous présenter donc les publications scientifiques dans la diffusion des connaissances avec un focus évolution, mais vous allez voir, le focus évolution va arriver vraiment à la fin. Donc je vais commencer le début de la présentation, puis je laisserai la parole après à Tony pour parler de la partie évolution. Moi, je vais vous présenter très rapidement ce que nous faisons, ce que nous publions. Donc le Muséum est éditeur scientifique depuis 1802. Pour autant, nous disposons d'un service des éditions scientifiques depuis 1995. Je vous ai mis les chiffres très rapidement pour vous dire qu'on était 13 équivalents temps plein dans le service. Notamment, nous sommes tous des ITRF, donc de la BAP-F, et nous travaillons en étroite collaboration avec une vingtaine de chercheurs de l'établissement qui sont rédacteurs en chef des différentes collections. Donc, les différentes collections, on a une très très longue tradition d'édition. Je ne vais pas tout vous détailler, simplement vous montrer à quel point on ne s'est pas endormi sur nos lauriers depuis 1793, mais on a continué à développer tout un tas de collections qui sont venues enrichir le service et l'offre d'édition scientifique de l'établissement. Côté diffusion, on ne s'est pas non plus endormi. Alors, quelques chiffres intéressants ici. Le premier contrat de diffusion avec des libraires spécialisés en 1995. Et puis, en 2000, vous rappelez que nous sommes le premier établissement à avoir mis en ligne tous les articles publiés par le service des publications scientifiques étaient en ligne gratuitement. Donc, c'était les prémices de l'open access. Ils étaient déjà gratuitement sur le site en 2000 pour le muséum dès leur parution. Une autre date importante, 2019, cette année, on n'a pas chômé et on a lancé 2 grosses opérations. La première, c'était la production en XML des articles qui vont permettre de libérer les données contenues dans les articles dès leur parution. Et puis en 2019 aussi, on passe aux différentes collections d'ouvrages qui sont désormais disponibles sur la plateforme Open Edition Book, c'est-à-dire qu'on est en train également de rendre disponibles, y compris les monographies qui étaient jusqu'alors des monographies qu'on vendait. On est en train aussi de développer un nouveau système économique et un business économique pour pouvoir les mettre en accès libre sur Open Book Edition. Alors, la ligne éditoriale de l'établissement, c'est simple, c'est les publications scientifiques du muséum publient des résultats scientifiques originaux dans les domaines de compétences de la maison. Ça va donc de l'anthropologie à la zoologie, en passant par toutes les sciences que nous pouvons développer dans l'établissement. Les publications scientifiques comprennent donc aujourd'hui des périodiques et des ouvrages, des collections. Au total, nous publions aujourd'hui 9 revues, 9 collections. Et nous avons toujours plus de 1500 titres à notre catalogue, puisque nous sommes les héritiers d'une longue tradition depuis 1802. Et nous avons encore des ouvrages qui ont été imprimés dans les années 10, 20, 30, 40, qui sont toujours en vente au service des publications scientifiques. On a un superbe site que je vous invite à aller regarder, qui est sciencepress.mnhn.fr et qui permet effectivement une vente en ligne, en plus de l'accès aux articles publiés. Donc, 2 pôles, la collection d'ouvrages et puis les revues. Vous voyez des 2 côtés, on a 9 collections d'ouvrages, 9 revues. Dans les 9 revues, je ne vais pas toutes les détailler, mais vous pourrez, j'imagine que vous les connaissez, et qu'il y en a une grosse partie qui sont dédiées à la taxonomie. Je vous ai présenté ce qu'on avait publié. Maintenant, j'aimerais prendre un petit peu plus de temps pour vous dire comment on travaille. Donc, en fait, le service est sous la double responsabilité d'une responsable administrative, on va dire, moi-même, la chef de service, et d'un responsable scientifique qui est Tony Robillard, qui est ici avec moi et qui vous parlera un petit peu plus tard sur la partie évolution. En gros, moi, je m'occupe de tout ce qui relève des budgets du personnel et Tony est plutôt responsable de la garantie scientifique de tout ce qu'on publie. Donc, on va essayer de séparer, à chaque fois qu'on travaille au service des publications scientifiques, on essaie de séparer la forme et le fond, sachant que la forme est au service du fond et que le fond ne s'exprime que par la forme. Ça veut dire qu'on va travailler ensemble. Mais pour autant, on essaye bien d'avoir chacun nos compétences et nos expertises. Donc, moi, je ne suis pas une scientifique, en tout cas pas dans la BAP A, je suis bien de la BAP F. Ceux qui comprennent le jargon administratif, mais je pense qu'il y en a pas mal dans la salle.
Donc en gros, vous avez un auteur qui soumet son article ou qui soumet un manuscrit, peu importe, ça revient au même. Il le soumet à la rédaction. La rédaction est constituée d'un rédacteur en chef, donc responsable du fond, et d'un éditeur scientifique BAPEF, responsable de la forme. Ça, c'est vrai pour toutes les collections, pour toutes les revues, dans toute l'édition scientifique au muséum ou ailleurs. On a le circuit habituel de travailler avec les référés, d'aller-retour avec l'auteur. L'auteur resoumet sa version révisée et puis on finit par l'accepter ou la refuser. Bon, si elle est refusée, on n'en parle plus. Si elle est acceptée, la proposition, on commence à la préparer. Et donc là, on a un gros travail de production qui est fait par l'éditeur technique. Donc en gros, l'éditeur technique, il va s'occuper de tout ce qui est la gestion de l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire l'envoyer au référé et le retour, certes, en accord avec le rédacteur en chef, mais il va surtout s'occuper de la vérification de la qualité technique du manuscrit, et il va surtout enrichir le manuscrit d'un point de vue de sa structure et de sa forme, et en taxonomie particulièrement, c'est une discipline qui a beaucoup de structure dans la forme, et c'est excessivement important parce que la façon dont on décrit les choses et la façon dont on structure un texte va déterminer ce que ce texte dit. Et notamment, ce que ce texte dit pour un humain, mais aussi et surtout aujourd'hui, ce que ce texte dit pour une machine. Et la difficulté pour nous, c'est de faire des textes qui peuvent être lisibles correctement par un humain, mais lisibles correctement, sans erreur, par une machine. Et d'avoir le même texte qui soit valable pour l'humain et pour la machine. Bon, après, je vous ai mis tous les métiers du service. Vous verrez qu'on aime bien les codes couleurs dans l'édition, donc il n'y a pas de raison. En rouge, c'est tous les acteurs du circuit qui sont scientifiques. En vert, ce sont tous ceux que j'ai appelés la BAPF, donc ceux qui sont spécialisés dans l'édition scientifique. En bleu, c'est tous nos prestataires extérieurs. Et la bibliothèque, elle est un peu vert parce qu'elle est quand même de la maison, mais elle n'est pas du service. Donc on travaille beaucoup avec eux, mais c'est un petit peu à côté. Donc vous voyez que si on voulait faire une boucle, en gros, vous voyez que les scientifiques, ils interviennent quand même au début de la chaîne, avec l'auteur, le rédacteur, le référé. Et puis il réintervient en fin de chaîne, parce que c'est quand même le public le premier. Nos lecteurs, nos acheteurs, ce sont encore les mêmes, c'est les scientifiques. Donc un coup, il a sa casquette d'auteur, et un autre coup, il va avoir sa casquette de chercheur, de lecteur, pardon. C'est très important pour comprendre ce qu'on appelle l'open access et les raisons fondamentales de l'open access, cette espèce de boucle. Donc tout le monde est familier avec l'open access, mais quand même, peut-être pas complètement. Donc la pédagogie étant la répétition, on va dire et redire ce que c'est que l'open access. Et puis je vais vous parler aussi d'un mouvement qui commence à s'étoffer beaucoup. On parle plus seulement d'open access aujourd'hui, mais on parle de faire open access. Et dans le faire, il y a une donnée en plus de l'open access, c'est le I, qui est l'interopérabilité, qu'on ne va pas retrouver dans l'open access. Vous pouvez avoir un texte en open access qui est accessible pour tout le monde, mais qui n'est pas forcément interopérable. Donc c'est là-dessus qu'on va devoir travailler un petit peu plus et qu'on a travaillé beaucoup. Donc quelques petites définitions quand même, parce qu'on aime bien ça et qu'il n'y a pas de raison. Je vous rappelle que l'open access, c'est permettre un accès illimité à des documents électroniques en donnant à l'utilisateur le droit à un accès gratuit, irrévocable, universel, c'est-à-dire sans barrière financière, légale ou technique. Ça, c'est la définition suprême de l'open access. C'est la définition pour tout le monde, dans le monde entier. L'open access, c'est ça. Ça doit avoir ni barrière financière, ni barrière légale, ni barrière technique. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour le lecteur. Ce n'est pas forcément gratuit pour l'auteur. Et c'est là où il y a une petite nuance aujourd'hui qu'il faut bien comprendre. C'est que l'open access, c'est quand même une donnée économique qui s'est déportée. Avant, c'était le lecteur qui payait pour lire. Aujourd'hui, c'est l'auteur, enfin souvent, qui paye pour donner à lire. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les APC, qu'on appelle les Article Processing Charge. C'est en réalité les coûts de production qui sont payés par l'auteur pour que son article soit mis en open access.
On parle aussi beaucoup d'embargo. Je vous ai mis la définition de l'embargo. C'est le temps qui est entre le moment où un article est publié et le moment où il est autorisé à l'open access. Donc, ça veut dire que pendant les 2 premières années de vie d'un article en SHS et 6 mois en STM, l'article ne pourra pas être lu puisqu'il est sous embargo, enfin il ne pourra pas être mis en open access. Donc ça, c'est les termes d'embargo. Il y a plusieurs couleurs à l'open access et j'aime bien rappeler les couleurs de l'open access parce que c'est essentiel à la compréhension des modèles économiques qu'on a mis en place. On parle de voie verte, l'open access green, quand on parle notamment d'archives ouvertes. Et notamment, je pense que vous connaissez tous HAL. Donc HAL, c'est un open access vert. Dans l'open access vert, c'est l'auteur qui décide de déposer son article, son manuscrit, son mémoire, ce qu'il veut, dans un dépôt institutionnel en archives ouvertes. Ça vient de l'auteur. Et une fois encore, c'est un dépôt institutionnel, c'est une archive. La difficulté pour moi avec HAL, c'est que HAL confond encore ou brouille un peu les pistes entre ce qui relève de la littérature grise et ce qui relève de la littérature publiée. Dans la littérature publiée dans les éditions scientifiques, je vous rappelle que les éditions scientifiques, c'est pas seulement le fait de porter à connaissance, mais c'est aussi le fait d'avoir certifié l'information. Donc l'évaluation par les pairs qui est apportée par l'édition scientifique peut se perdre dans la littérature grise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de littérature grise, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'elle soit en archive ouverte, je dis simplement qu'il faut faire bien la part des choses entre ce qui relève d'un article qui a été référé, accepté par une revue, puis publié, et un article qui relève simplement d'une littérature grise qu'on va déposer dans un dépôt institutionnel en archive ouverte, donc en vert. Le doré, pour différencier par rapport à la voie verte, l'open access voie dorée, cette fois-ci, c'est l'éditeur qui va mettre le produit final, la version finale définitive, acceptée par les pairs, revue par l'auteur et publiée, qui va mettre cette version-là accessible au public et le mettre en open access. Donc ça, c'est la mise à disposition en ligne par l'éditeur, quel que soit l'éditeur. Et puis, il y a une voie encore plus chic que l'or, c'est le diamant. Et donc la voie diamant, c'est la mise à disposition par l'éditeur gratuitement, mais gratuitement pour le lecteur, comme en voie dorée, mais gratuit aussi pour l'auteur. Donc ça, c'est la voie diamant. Ça veut dire que les coûts de production, ils sont portés par le producteur, par l'éditeur. C'est lui qui va payer les coûts de production. En gros, la voie diamant, c'est en général des institutions comme le Muséum d'histoire naturelle qui font de l'open access diamant, c'est-à-dire que nous sommes bien un service du muséum, payé par le muséum, nous ne faisons payer ni nos auteurs, ni nos lecteurs, et tous les articles sont en open access, donc en voie diamant. Alors, je vous ai parlé de l'open access, mais je ne vous ai pas encore parlé du fair. Donc, comment on fait pour passer de l'open access au fair access, c'est-à-dire en gros, comment on fait pour faire que nos articles en PDF sur le site, c'est de l'open access, mais comment faire pour s'assurer que les données contenues dans le PDF soient accessibles dans toutes les bases de données et soient sémantiquement enrichies, ça c'est tout un processus beaucoup plus compliqué. Donc en gros, on a un journal qui est un petit peu plus spécial que les autres, qui s'appelle European Journal of Taxonomy, qui nous sert de laboratoire. C'est un journal qui appartient au muséum, mais qui appartient aussi à 9 autres institutions en Europe. Donc c'est un journal qui nous sert beaucoup pour développer des nouvelles technologies et pour les mettre à disposition des autres revues par la suite. Donc on a commencé par le European Journal of Taxonomy, mais on va continuer à faire la même chose que ce qu'on fait pour EJIT pour les autres revues du muséum. Donc en gros, EJIT est en open access parce que les PDF d'EJIT sont postés sur le site. Mais pour passer de l'open access au fair, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on libère les données qui sont contenues dans le PDF. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un moyen, et c'est ce qu'on a trouvé, pour faire en sorte que les données contenues puissent s'éclater et sortir du texte, du PDF, et qu'on puisse aller chercher les images, les tableaux, les traitements, les informations sur les spécimens ou sur les traitements taxonomiques à l'intérieur des articles, et qu'on puisse les déverser dans différentes bases de données. Pour faire ce travail-là,
On a commencé sur le PDF parce que, en taxonomie, les codes de nomenclature recommandent encore la version PDF-A comme étant la plus stable, même si d'un point de vue technique, c'est pas vrai, c'est pas le plus stable, mais bon. Donc on démarre du PDF et on éclate les données, on les extrait. Pour relire ces données, on a travaillé avec un établissement qui s'appelle Platzi, qui est une association à but non lucratif suisse, qui est spécialisée dans l'exMLisation des données taxonomiques, et je vais de plus en plus vite, et qui permet de développer donc toutes les données après dans le GBIF et dans toutes les autres bases de données qui pourraient être intéressées. En gros, ça veut dire qu'on a structuré le texte, et avant même que le texte soit publié, il est structuré d'une certaine façon, il est écrit d'une certaine façon, notamment le matériel cité, de façon à pouvoir directement, là vous avez un texte d'Edit, il est versé directement dans Treatment Bank, dans Platzi, tout ça est en open access bien sûr, mais les informations contenues dans l'article qui sont le traitement taxonomique lui-même va être détaillé dans Treatment Bank, va être ensuite directement, vous allez avoir tout un tas de graphiques possibles et imaginables sur ce traitement, et puis vous allez avoir la géolocalisation qui va apparaître, bien sûr, vous allez avoir le lien avec Zoobank ou IPNI quand il s'agit de plantes, et puis vous allez avoir aussi un dépôt dans une archive Zenodo qui est au Cairn, en Suisse. Et puis, vous allez avoir aussi l'extraction des figures de l'article, et auquel on va, là, sur la droite, vous voyez l'indication, on va donner tout un tas d'identifiants, et cette fois-ci, tout l'article contenu, toutes les informations contenues dans l'article vont être éclatées en identifiants, et on va mettre des identifiants à l'intérieur de l'article, y compris pour toutes les références qui ont été citées, vont avoir des DOI, ça vous les connaissez, mais on va un peu plus loin que ça, on met aussi des DOI aux figures, on met aussi des DOI aux traitements taxonomiques eux-mêmes à l'intérieur des articles, de façon à pouvoir les citer, les lier les uns aux autres. Enfin, tout va dans GBIF, donc tout est déversé dans GBIF, les traitements taxonomiques en question sont versés dans GBIF. Toute cette opération, voilà, ça c'est le schéma qui décrit un petit peu, qui synthétise toutes ces opérations d'interopérabilité. Le processus entre le moment où l'article est mis en ligne en PDF et le moment où il est déversé dans GBIF prend maximum 24 heures. Ça veut dire qu'à partir d'un moment où un article est publié, toutes les données contenues dans cet article sont déversées dans toutes les bases de données possibles et imaginables, et qui veut les prendre, les prend et les cite comme il l'entend. Donc il me reste 30 secondes pour vous parler. L'évolution dans tout ça, on a bien compris que le muséum dispose d'un service de publication scientifique qui est exemplaire en termes techniques, en termes d'open access surtout. Et quand on travaille sur l'évolution, on a envie de se dire, est-ce que les travaux que j'ai apportés en évolution, est-ce que je ne pourrais pas les faire publier au muséum notamment, ou est-ce qu'on ne pourrait pas attirer des collègues qui pourraient être publiés dans nos journaux et c'est souvent assez difficile en fait, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de titres, il n'y a pas de titres en fait qui parlent d'évolution. On fait très bien la taxonomie, on fait très bien des questions de nomenclature, de distribution, on va traiter les inventaires, on va faire des atlas. Donc on fait des très beaux travaux, mais il n'y a pas d'évolution dans tout ça. Donc je suis dans mon rôle de responsable scientifique de prendre ce recul-là, c'est que il y a un lien avec l'histoire du service, bien sûr, parce que pendant très longtemps, la ligne éditoriale du service a été de favoriser des publications liées aux collections du muséum. Donc il n'était pas question de publier les résultats liés aux thématiques portées par le muséum. En 2017, on a ouvert cette ligne éditoriale pour ouvrir à l'ensemble des activités scientifiques du muséum. Et donc là, la question se pose vraiment de est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose pour favoriser davantage la publication de résultats d'évolution au muséum, par les agents du muséum, par les étudiants du muséum, qui font des très beaux travaux, mais également par d'autres collègues, d'autres communautés, parce que c'est aussi notre rôle d'être visible à l'international et dans la communauté française.
et donc d'afficher ces travaux d'évolution dans nos publications, c'est très important. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler à cette occasion, puisqu'on est entre nous. Je pensais en parler d'abord à quelques-uns d'entre vous, mais je n'ai pas eu le temps. Pourquoi pas créer un nouveau journal aux publications scientifiques qui permettrait de publier de l'évolution embrassant très large, en allant de la phylogénie jusqu'à de la microévolution, à de la modélisation, à des choses qui ne sont pas publiées du tout, ou pas publiables du tout dans nos journaux pour l'instant. Et donc là, pour ça, il faudrait qu'on soit un petit nombre de gens motivés à discuter, à faire un projet. Et ensuite, on le proposera à l'établissement, au comité des éditions, et on verra.